Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à cette invitation du réseau francophone des évaluateurs émergents. Nous sommes donc aujourd'hui le 13 janvier 2023 pour discuter d'un thème aussi important que actuel, portant sur la rédaction d'une offre technique et financière dans le cadre de la réponse à une soumission d'évaluation. Cette séance est organisée donc par le réseau francophone des évaluateurs émergents, dont le comité de coordination est constitué de 9 membres, hein, 2 co-coordonnateurs et des membres du comité de coordination. Le réseau francophone des évaluateurs émergents est donc cette institution qui appartient naturellement au réseau francophone de l'évaluation et qui s'occupe spécialement des évaluateurs émergents, qui essaie donc d'œuvrer pour l'accompagnement des évaluateurs émergents dans le cadre de leur cheminement professionnel. Cette activité d'aujourd'hui rentre donc dans le cadre de son plan d'action pour le renforcement de capacités et l'accompagnement des évaluateurs émergents. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Alexis Salvador Loy, M. Paul-André Sommet et M. Ibrahim Ghislaine Chouante, avec comme modérateur M. Roger Angounou Moké et Guillaume Alfred, qui nous rejoindra d'un moment à l'autre. Alors, sans plus tarder, je vais donc passer la parole à Roger pour le démarrage de cette activité, tout en vous souhaitant une très belle séance. Roger, à vous. Merci beaucoup, Ibrahima. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Comme vous le savez, le réseau francophone des évaluateurs émergents, qui est l'un des groupes thématiques du réseau francophone de l'évaluation, a entre autres mission de soutenir le développement professionnel des évaluateurs émergents à travers notamment la réalisation des webinaires avec les évaluateurs chevronnés. Donc après, comme l'a souligné Ibrahima, après donc l'organisation réussie du dernier webinaire en décembre, donc, qui portait sur le thème « Ma première évaluation, aptitude et attitude d'un évaluateur émergent », et dont l'objectif principal était de permettre aux évaluateurs émergents de mieux appréhender les exigences de la professionnalisation en évaluation. Donc, le réseau francophone des évaluateurs émergents, conformément à ses missions et dans l'optique d'approfondir certains points évoqués lors du dernier webinaire, vous propose donc ce premier webinaire de l'année 2023 et qui porte donc sur la rédaction d'une offre technique et financière, comment réussir sa mission. Ce webinaire s'inscrit donc dans la continuité du premier et a pour objectif de renforcer les capacités des évaluateurs juniors dans la formulation d'une offre technique et financière. À la modération, vous avez donc M. Ibrahima Diouf, membre de l'Association sénégalaise de l'évaluation, que nous appelons souvent Sénéval, et qui est aussi coordonnateur du réseau francophone des évaluateurs émergents. Vous avez également M. Roger Angounou Moké, secrétaire général de l'Association congolaise de l'évaluation et membre du comité de coordination du réseau francophone de l'évaluation que je suis. Et enfin, M. Guillaume, qui va nous rejoindre, qui est membre donc, du réseau burkinabé de l'évaluation, que nous appelons aussi souvent le REBUS, et il est également membre du comité de coordination du réseau francophone de l'évaluation. Je ne sais pas si Guillaume s'est connecté, mais je vais donc inviter tour par tour nos panélistes à se présenter très brièvement en quelques mots pour permettre donc aux évaluateurs émergents de vous connaître. Donc, nous allons commencer par Alexis. Alexis, est-ce que tu peux te présenter brièvement aux participantes et participants? Oui, bonjour Roger, bonjour aux participantes et aux participants. Donc, c'est Alexis Salvador Loyer,
Donc, j'ai été aussi représentant du réseau francophone de l'évaluation et évaluation des places. Bon, moi, je suis titulaire d'un doctorat en mesure et évaluation de l'Université Laval. Et puis, bon, ça fait quelques années quand même que je fais des évaluations et je travaille beaucoup aussi avec les évaluateurs émergents. Je crois qu'on va le laisser comme ça. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Donc, nous allons passer à Paul-André Somme. Monsieur Paul-André, c'est à vous. C'est Paul-André Sommé avec accent. Sommé, voilà. Je vais dire. D'accord. Donc, moi, je suis socio-anthropologue de formation et je suis spécialisé en santé publique. Et depuis une quinzaine d'années, je m'investis particulièrement dans le suivi et évaluation des projets et programmes. Je dirige un cabinet d'études appelé Nanewar Consult basé à Ouagadougou qui fait surtout de l'évaluation. Je fais également de nombreuses formations en évaluation et de la recherche sur l'évaluation. Merci. Merci beaucoup, Paul. Et enfin, Ibrahima Yves Ghislain Chouanté, c'est à vous. Est-ce qu'Ibrahima Yves est là? Oui, Yves n'est pas là, apparemment. Ah oui. je suis là. Donc, c'est bon, Yves, c'est bon. Là, je te vois. C'est bon. Tu me vois ou bien? Bon, je te suis. J'ai coupé la cam. Tu peux activer ta caméra, ce serait intéressant. Ça va permettre aux participants de te voir quand même, de mettre un visage sur ton nom. D'accord. C'est bon, vous me voyez? Essaie d'utiliser un autre fond d'écran. Parce que là, c'est un peu, on ne te voit pas. Essaie d'utiliser un autre fond d'écran. D'accord. Là, Clique pour moi là où il y a la caméra, arrêtez la vidéo, cliquez. je vais essayer de me déplacer pour Regardez le le fond voir. d'écran. Là, vous me voyez? Oui, là, c'est le fond d'écran qui nous pose problème. Le fond d'écran. Ah, ok, d'accord. Vous avez... On va essayer de s'adapter comme ça. Ça va un peu. Bon, Ça va. Bon, après, je vais essayer de me déplacer pour voir l'endroit le plus... D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je me présente. Je m'appelle Yves Islam. Je suis un acteur de développement spécialisé en suivi et évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets de développement. En parallèle, je coordonne le réseau évaluation et développement au Sénégal. Merci beaucoup, Yves. Sans trop tarder, donc nous allons commencer avec notre webinaire et nous aurons donc finalement deux parties. La première partie va concerner beaucoup plus une présentation avec beaucoup de contenu pour nous permettre quand même d'avoir une idée, d'avoir des éléments essentiels. Et après, nous aurons la deuxième partie qui va beaucoup plus porter donc sur des discussions, sur des questions-réponses pour avoir un peu plus de précision. Donc, je vais laisser la main donc à Alexis qui va procéder donc à la présentation. Alexis, tu peux nous partager ton écran pour la présentation. Oui, je pense que mon collègue Paul-André va commencer. D'accord. Il pourra partager, oui. Merci. D'accord. Ah oui, sur l'offre. Donc, nous allons commencer avec la première partie. Voilà. C'est bon. Est-ce que l'écran est visible pour tout le monde? OK, c'est bon. On t'entend pas le micro? Ton micro est fermé, je ne sais pas. Ton micro est fermé, ton micro. Voilà, donc je disais bonsoir à tout le monde. C'est bon maintenant, on m'entend? Oui, là on t'entend, c'est bon. Oui, là on t'entend. D'accord. D'accord. Donc je vais faire cette première présentation avec Alexis, qui a eu l'initiative de la partager. Et moi, j'ai choisi de m'entretenir avec vous sur un aspect de la présentation relative aux enjeux et défis de la présentation que j'ai pris à mon compte. D'accord. Donc, nous avons deux parties pour la présentation, une partie consacrée à l'offre technique et une deuxième partie consacrée à l'offre financière. Et moi, j'interviendrai, comme je viens de le dire, sur l'enjeu et les défis liés à l'élaboration d'une proposition. Alors, avant toute chose, c'est peut-être de rappeler rapidement ce que c'est qu'une proposition technique. Disons que c'est une réponse structurée, claire et cohérente à une demande.
puisqu'elle fait suite toujours à une demande d'une prestation, que ce soit en évaluation ou dans tout autre domaine. C'est un document donc de vente et des produits. Ici, c'est un produit intellectuel, bien entendu, qui va constituer un cahier de charges pour l'évaluation. C'est un document également de référence pour la communication partie prenante à l'évaluation. Et donc, ceci pour dire que la proposition technique, finalement, on peut l'apercevoir comme un document de notion, un support de réflexion conceptuelle, méthodologique et technique, un document de référence pour l'assurance qualité dans la mise en œuvre, dans la production de l'évaluation, un support naturellement de communication, un outil de promotion du consultant, donc de ceux-là même qui se disent à mesure de répondre à la demande qui a été faite, et une pièce contractuelle lorsque sera mise en accord, lorsque les deux parties, c'est-à-dire ceux qui commanditent l'évaluation et celui-là qui se propose réaliser, vont se mettre d'accord et donc vont passer à une contractualisation, et ce document-là deviendra une pièce essentielle. Alors, pourquoi c'est un document de négociation? C'est un document de négociation parce que c'est ce document qui va persuader le client commanditaire que vous êtes le mieux placé pour produire l'évaluation qu'il demande et qu'il doit travailler avec vous et qu'il a intérêt, qu'il gagnerait à travailler avec vous. Donc, en ce sens, le document aussi est un outil de marketing commercial. Parce que vous imaginez que lorsqu'on fait une demande, quelquefois elle est restreinte. Quand elle est restreinte, naturellement, je vais dire, c'est plutôt la compétition est moins rude. Mais quand elle est ouverte, il y a beaucoup de gens qui peuvent prétendre la faire. Donc, l'un dans l'autre, vous vous situez dans une démarche où vous voulez démontrer techniquement et financièrement que vous êtes la personne, vous êtes la structure la mieux indiquée pour satisfaire à la demande du client. Aussi, de réflexion conceptuelle, méthodologique et technique, parce qu'elle permet d'expliciter les résultats attendus de l'évaluation, d'aller au-delà de ce que le commanditaire a indiqué pour montrer justement que vous avez très bien compris ce qu'il vous demande, de contextualiser, de caractériser le processus évaluatif et les résultats qui vont en découler, parce que dans tous les cas, et dans la majeure partie des cas, on restera beaucoup dans des considérations génériques sur l'évaluation, mais vous ne devrez pas rester dans ces considérations. Vous devez au maximum, avec le peu d'informations que vous avez sur le contexte global de l'évaluation et le contexte organisationnel de la structure qui en fait la demande, vous devez pouvoir donc contextualiser un peu votre processus évaluatif et les résultats qui vont en découler. Cela reviendrait par exemple à refaire le tour sur les critères d'évaluation proposés par le commanditaire, avec bien évidemment des réserves sur la possibilité d'appliquer ces critères, parce que ce n'est pas tout le temps que ces critères sont applicables, et les commanditaires, dans certains cas, peuvent le savoir aussi. Si on va du principe que ce n'est pas forcément des évaluateurs, ils connaissent sans doute les normes techniques et les recommandations, notamment les fameux critères de l'OCDE sur l'évaluation, et auquel on ajoutera un certain nombre de critères, soit tout simplement par mimétisme ou par un réel, mais en tout cas, on aura un certain nombre de critères que le commanditaire peut suggérer pour son évaluation. Voilà. Et peut-être qu'il ne vous suggérera pas un certain nombre de critères, mais au regard du contexte décrit dans ces thèmes de référence et au regard d'un certain nombre de questionnements, vous pouvez aussi vous rendre compte que implicitement, il va falloir utiliser un certain nombre de critères d'évaluation. Mais la question serait toujours de vous dire que vous avez la possibilité d'utiliser tous ces critères. La grande question ici, c'est de savoir si toutes les évaluations doivent se faire avec le maximum de critères possibles. J'aime parler d'évaluation totale. Est-ce que dans tous les cas, toute évaluation doit être une évaluation totale? Je suis de ceux qui pensent que non, parce qu'une évaluation doit d'abord être orientée par les résultats que l'on est en train de chercher pour l'organisation. Et elle est déterminée aussi par la disponibilité des ressources. Il sera aussi dans cette partie relative à la réflexion et conceptuelle, méthodologique et technique de
revenir sur les questions évaluatives. Dans certains thèmes de référence, vous aurez des questions évaluatives, dans d'autres, vous n'aurez pas. Il est recommandé, en tout cas pour certaines personnes, que la bonne pratique va considérer et va consister en tout cas, à partir de questions évaluatives. Questions évaluatives que vous pourrez déduire de la théorie du changement, que vous allez reconstruire si elle n'existe pas ou que si elle existe, en tout cas, tirer les questions évaluatives de cette théorie-là. Les questions aussi peuvent exister. Il va s'agir dans certains cas de la réorganiser parce qu'elles peuvent être nombreuses, liées aux critères. Il s'agira aussi, comme je l'ai dit, pour les critères, d'ajouter des questions qui vous semblent pertinentes et indispensables. Les critères tels que définis ne prennent pas en compte le plus souvent l'implantation et le processus. Vous allez vous rendre compte que l'implantation et le processus sont essentiels au moins dans toute évaluation. Parce que même si elle est focalisée sur les effets, il va falloir expliquer à un certain moment donné pourquoi il y a effet ou pourquoi il n'y a pas d'effet. Il n'y a que le processus d'implantation qui peut vous permettre de comprendre la manifestation de la production de l'effet ou la non-production de l'effet. Il s'agira aussi d'aborder la question de l'approche d'évaluation, de l'approche évaluative. L'approche ici, pour moi, ce n'est pas la méthode, c'est plutôt la posture de l'évaluateur par rapport au processus évaluatif et par rapport aux parties prenantes. Jusqu'où il permet à ces parties prenantes de prendre part à la prise de décision. Ce n'est pas seulement un processus d'instrumentalisation, de légitimation, c'est vraiment un processus également de partage du pouvoir entre l'expert évaluatif et les autres parties prenantes qui sont utilisateurs et qui sont bien placés aussi pour rendre compte du déroulement de l'action qui est en cours d'évaluation ou qui doit être évaluée. Il y a également la caractéristique de la démarche d'évaluation dite que certains appelleraient défi d'évaluation. Je ne voulais pas utiliser ce mot. C'est en fait tout le dispositif qui va vous permettre de produire des réponses argumentées et avec le plus de certitude possible. Je ne dirais pas, en tout cas avec le moins d'incertitude et qui va vous permettre de formuler vos jugements évaluatifs. Donc, de répondre clairement, in fine, à l'ensemble des questions d'évaluation que vous avez posées. Vous allez faire une évaluation à pertinence qui met en jeu l'adéquation entre les besoins et l'offre programmatique. Comment vous allez procéder pour, à la fin, dire qu'effectivement, ce programme-là, son offre programmatique était en cohérence avec les besoins qui ont été préalablement identifiés, discutés et validés, par exemple. L'offre technique, c'est également une référence essentielle pour la transversalité, puisque c'est là où vous avez décrit tout ce que vous allez faire techniquement et méthodologiquement dans le cadre de l'évaluation. Donc, en vous référant sans doute à des normes éthiques, à des normes techniques, mais aussi à des normes pratiques et quelquefois avec des cadres conceptuels en évaluation ou des cadres conceptuels de la recherche, parce que quoi qu'on dise, l'évaluation à un certain moment donné n'est rien d'autre que l'application de la recherche dans le domaine programmatique. Donc, il guide et oriente durant l'évaluation puisqu'il est une pièce clé contractuelle et ça sera la question des délais, la conformité avec les résultats attendus au départ, donc des réponses claires et précises pour l'ensemble des questions d'évaluation. J'espère que je ne vais pas trop rapidement. Non, ça va. D'accord. La proposition technique, c'est également un support de communication puisque à la fin, toutes les discussions entre l'évaluateur et les parties prenantes, ça se fera sur la base de l'offre technique. Il faut rappeler juste ici, certains diront un terme de référence, mais il va que les termes de référence sont un document annexe de l'offre technique. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais pour ne pas oublier, idéalement, vous n'aurez pas la chance, c'est rare de le faire. Idéalement, normalement, après la validation de votre offre technique, si vous êtes retenu, idéalement, on devrait pouvoir prendre en compte vos commentaires et recommandations
pour réécrire les thèmes de référence afin qu'ils soient le véritable document annexé. Mais rarement, ça va se faire. Mais arrangez-vous toujours pour faire des réserves et des commentaires sur les thèmes de référence et veillez à ce que ces commentaires et réserves-là demeurent dans votre offre technique. C'est utile. On pourra revenir dans la discussion pour quelques exemples. Un outil de promotion du consultant, naturellement, puisque vous êtes dans une posture où vous voulez montrer que vous êtes le meilleur en qualité-coût pour produire l'évaluation. Donc, vous êtes en train de se vendre, mais attention, il ne faut pas non plus exagérer, faut pas, parce qu'on n'est pas dans du show business, on est quand même dans des domaines où, quoi qu'on dise, l'humilité et la modestie sont des caractéristiques essentielles. Mais en tout cas, valoriser votre savoir-faire et compétences sans tomber facilement, ça peut se faire sans tomber dans l'arrogance ou bien sans démontrer que ceux qui sont en face de vous, en fait, voilà, vos termes de référence sont très mal écrits, il ne fallait pas dire évaluation des effets, mais il fallait plutôt dire, voilà, ce n'est pas dans ce style-là qu'il faut sans doute se vendre entre guillemets. Et vous voulez refléter vos qualités intellectuelles, certes, vous voulez refléter votre savoir et votre savoir-faire, il faut aussi pouvoir le faire dans un cadre plus ou moins correct et respectueux. Alors, c'est important de la contractualisation, je ne vais pas insister, je l'ai dit. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, dans mon écran, je vois peut-être mal présenté, mais là, c'était la partie relative aux défis qui entourent la rédaction des thèmes de référence. Et ces défis-là sont surtout liés à l'élaboration et au contenu des thèmes de référence. Ce qu'on a remarqué qui pose problème, je ne dis pas que tous les thèmes de référence le contiennent, mais ce qui est récurrent, qui pose problème souvent dans les thèmes de référence et qui constituent vraiment des blocages, des défis à la réflexion pour l'écriture et l'élaboration de l'offre technique, c'est souvent le fait qu'on peut avoir très peu d'informations sur le projet et le plus souvent, on peut avoir une brève description, mais par exemple, on n'a pas le cadre logique, alors que le cadre logique, qui est un document de 3-4 pages, aurait pu systématiquement être annexé au thème de référence pour permettre d'organiser l'évaluation. Et à des moments, je vais vous dire la vérité, on se pose la question de savoir quelle est l'intention de ne pas mettre à disposition ces cadres logiques. J'ai 2 exemples où, pour faire une étude de base, je n'ai pas les cadres logiques pour faire l'étude de référence. Donc, je n'ai même pas la liste des indicateurs. Et je prie pour demander et je ne reçois pas. Et je ne peux pas faire l'offre, je ne peux pas faire d'offre technique pour une étude sans même avoir le cadre logique. J'ai compris, juste, passez-moi l'expression, c'est enregistré, mais il faudra supprimer cette partie. J'ai juste compris qu'on cherchait quelqu'un pour accompagner une autre personne qui a sans doute tous les éléments pour faire sa proposition technique. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'on puisse me demander de faire une étude de base pour un projet sans que je n'ai son cadre logique. Donc, j'ai tout simplement écrit disant que, bon, moi, je ne pouvais pas travailler dans ces conditions. Quelquefois, pour des évaluations finales, il y a une comparaison avec l'étude de base, sans autre précision sur cette dernière. Alors, à moins d'être magicien, je ne sais pas comment vous pouvez produire une approche méthodologique cohérente, en sachant que vos résultats doivent être comparés aux résultats d'une autre étude dans la perspective d'une démarche évaluative. Dans ce cas de figure, par exemple, c'était simple pour les commanditaires, puisque dans tous les cas, vous êtes des jeunes évaluateurs, ou même des évaluateurs chevronnés, mais en même temps, il y en a qui travaillent dans des structures. Il faudra peut-être revoir ces pratiques. C'était plus simple. On peut recruter les consultants sur la base tout simplement de leur CV et des coûts honorifiques. Et maintenant, vous allez mettre à la disposition toute la documentation aux consultants pour qu'ils puissent vous faire une offre technique sérieuse. Sinon, je ne sais pas comment voulez-vous, à la fin
peut-être certains me poseront la question. Dans certains cas, vous allez me demander comment j'ai fait. J'ai quand même soumis l'offre, mais je ne suis pas allé dans les détails et je leur ai dit être lié, surtout le coût de la collecte des données, ça va être lié à la taille de l'échantillon. Et pour pouvoir comparer deux études, il faut quand même partir sur des échantillons plus ou moins semblables. Et Alexis reviendra dans plus de détails sur ces questions. Alors, l'autre défi, c'est les nombreuses questions évaluatives liées aux critères d'évaluation. Je m'amuse toujours à prendre les thèmes de référence lorsqu'il y a des questions évaluatives et à les compter. Je vous assure, il y a des moments, j'ai entre 30 et 40 questions d'évaluation. Alors, 30 et 40 questions d'évaluation, si je les résume en 20 questions d'évaluation, c'est énorme à traiter, surtout pour le temps qu'on propose pour cette évaluation. Parce que souvent, je le dis, il faut imaginer que chaque question évaluative peut correspondre minimalement à un chapitre du rapport d'évaluation. Donc, en faisant le calcul, vous pouvez vous rendre compte déjà quel effort il faudra faire pour avoir des résultats durs, synthétiques, et les présenter dans un rapport de 25 pages si c'est les recommandations de pratique en matière d'élaboration de rapports d'évaluation. Alors, vous l'aurez compris, le plus souvent, il y a une incohérence entre la demande et le temps pour produire l'évaluation. C'est-à-dire qu'on veut beaucoup de choses en très peu de temps, puis on suppose peut-être que le consultant, c'est un magicien, il va nous sortir tout ça rapidement en 15-20 jours. Il y a une confusion entre le nombre de jours de travail, le nombre de jours calendaires. Il y a plusieurs contrats où j'ai négocié, où j'ai en tout cas catégoriquement refusé d'accepter le nombre de jours du travail au nombre de jours calendaires. J'étais obligé de dire même au commanditaire que si je reviens d'une semaine de terrain, pourquoi il veut s'attendre à ce que dès le lendemain, je puisse commencer déjà à... C'est pas possible, voilà. Donc, il y a un temps de jour et le consultant aussi, c'est un travailleur. Il y a des mois, je suis consultant à temps plein, je vis de ça. Donc, ça veut dire aussi que j'ai droit à des jours de repos, j'ai droit à des breaks et tout comme tout le monde. Voilà. Mais je profite de cette tribune pour le dire, malheureusement, le consultant est vu comme un chasseur de primes, un mercenaire. Donc, on pense que, bon, voilà, on peut tout lui demander. Dans tous les cas, il dit, tant qu'il y a de l'argent, il le fera. Donc, je ne pense pas que ça fasse partie vraiment du code éthique de la consultance, qui est une prestation intellectuelle comme tout autre qu'il faut. Quelquefois, il y a des amalgames au niveau de la méthodologie. Je sais que certaines demandent dans les thèmes de référence qu'on mette des orientations sur la méthodologie. Quand moi je forme les ONG, je leur dis toujours, si vous n'avez pas quelqu'un qui est aguerri sur les questions méthodologiques, ne le mettez pas. Décrivez bien ce que vous voulez faire. Le consultant sera à mesure de vous donner des orientations méthodologiques. En ce sens, souvent, lorsque j'étais jeune évaluateur émergent et que je voyais approche participative, étant donné que je suis un spécialiste de l'approche participative en évaluation, je croyais aux mots. Je pensais que les commanditaires et moi, on avait la même perception de l'approche participative. Donc, je développais carrément une stratégie pour une approche participative d'atelier de production et de réflexion. Et je me suis rendu compte que non, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Parce que pour eux, l'approche participative, c'est juste l'approche consultative. C'est le fait que tu sois allé collecter des données par une démarche qualitative en interrogeant les gens. Ils pensent que c'est ça l'approche participative. Alors que la participation dans l'évaluation revêt un tout autre contenu. Et très souvent, il n'y a pas d'information sur le budget. Et là aussi, on est parti. J'ai un co-formateur que certains connaissent et sont bien ça quand nous formons les gens à l'université. Moi, je suis pour, par exemple, pour encourager les gens à communiquer le budget des évaluations dans les thèmes de référence. Par contre, lui pense que non, ça permet aux structures de faire de l'économie. Mais je pense que ça pose problème parce que quelquefois, vous vous rendez compte, d'ailleurs avec un collègue, une fois on répondait à un appel, c'est un collègue de Alexis,
Et il m'a proposé, puisque moi je suis qualitativiste, lui il est quantitativiste, il m'a proposé une démarche et je lui ai dit, mon cher Boli, tu sais, ces gens-là ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de payer pour ce que tu veux. Et donc, il a réadapté, on a introduit le coût, on était à un niveau où j'estimais raisonnable pour une ONG, mais lorsqu'ils nous ont retenus et qu'ils m'ont la discussion, ils m'ont communiqué leur enveloppe qui était à peu près du 5e de ce que nous avons proposé. Donc, je ne suis même pas allé négocier. Donc, quelquefois, en précisant le budget, ça permet aux gens de dire, bon, vraiment, eux, ils veulent un travail sérieux, je vais le faire. Ces gens-là, bon, voilà, je pense que tout le monde gagne. Parce que si vous faites une méthodologie et vous avez un budget, que vous revenez, on vous dit de réduire le budget de la moitié, si vous êtes conséquent envers vous-même, vous ne devrez pas accepter parce que c'est tout autre chose qu'on vous demande. Alors, que faire pour terminer? Quelle que soit la situation, je dis, il faut faire une très bonne analyse complète et détaillée des thèmes de référence. Ça, c'est indispensable parce que c'est la première étape. Bon, il va revenir là-dessus, c'est de faire des commentaires et des observations sur les thèmes de référence. C'est une partie très importante. Il ne s'agit pas de reprendre ce que le commanditaire a dit, mais vraiment de vous positionner en toute honnêteté sur ce qu'il a dit, mais encore une fois, en restant compétitif, hein, puisque vous voulez quand même le marché. Donc, tous les éléments qui sont en disposition vous permettent d'exécuter le mandat. Est-ce que le contexte est bien décrit? Est-ce que la description du projet est suffisante? Est-ce qu'il y a le cadre logique? Est-ce que les objectifs sont clairs et précis, réalisables? Ça peut faire sourire, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Est-ce que les orientations proposées par rapport à la méthodologie sont claires et utiles? La durée suivie, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que notre profil est en adéquation avec la mission proposée? Sinon, est-ce qu'on doit se faire accompagner ou bien il faut tout simplement laisser tomber parce que ce n'est pas la seule offre qui va venir? Est-ce que l'enveloppe financière indiquée permet-elle de produire l'évaluation? Ça, c'est quand elle est. Lorsqu'elle n'est pas indiquée, vous devez pouvoir réfléchir rapidement sur à quel coût, et ça c'est basé sur votre expérience, à quel coût approximatif vous pensez pouvoir produire cette évaluation. Ensuite, vous posez la question, est-ce que l'organisme demandeur a la capacité de payer ce coût-là? Parce que si c'est une association locale, si c'est une ONG internationale, si c'est une ONG nationale, tout ça, et sans que, bon, les réponses à de telles questions, c'est des réponses vraiment aléatoires pour la décision financière finale que vous allez prendre. Dernière diapo, je crois, parce que je vois le modérateur qui me regarde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de recette miracle, hein? D'abord, il faut rechercher officiellement les informations indispensables. J'insiste sur officiellement parce qu'il faut que ce soit des informations que vous puissiez techniquement utiliser. Si on ne vous a pas donné des éléments du cadre logique officiellement dans le dossier d'appel d'offres, comment vous avez fait pour avoir ce cadre logique-là? Ça pose problème. Bon, les informations financières, entre nous, je vais vous dire la vérité, elles sont déterminantes lorsqu'elles ne sont pas communiquées. Et ce qui est dommage et ce qui fait que je milite encore pour qu'on communique, c'est qu'il y aura forcément par ceux qui sont en compétition, certains qui auront l'information sur l'enveloppe financière. Et ces gens-là sont forcément plus favorisés que ceux qui n'ont aucune information sur cette enveloppe. Elle est vraiment déterminante. Faire recours à vos expériences antérieures avec le secteur public, le secteur privé, les ONG pour savoir une telle prestation à peu près combien ils sont prêts à payer. Tenir compte de l'envergure du client, j'avais dit association locale, ONG, etc. Dans tous les cas, l'objectif, c'est d'être réaliste et compétitif. Donc, c'est d'être réaliste et compétitif et de savoir qu'on n'aura pas toutes les informations pour faire une technique vraiment sans discussion acceptable et tout. Mais on fera toujours avec les éléments d'information de base qu'on nous donne. Donc, merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps sur Alexis et qu'on aura le temps de revenir sur certaines questions qui ont été peut-être rapidement exposées ici. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Paul. Merci vraiment pour cette présentation très, très riche. Juste comme pour ne pas qu'il y ait de retard, nous allons directement enchaîner avec Alexis et après passer donc à notre séance de questions. Roger, En tout cas, merci beaucoup. Roger, Alexis, Guillaume est maintenant oui, avec nous. vraiment. Hein. Tu Guillaume dis? est maintenant avec nous. Hein. Oui, Guillaume est d'accord, maintenant il n'y a pas avec de nous. problème. Guillaume. D'accord, merci beaucoup. Alexis, tu as la main. OK. Alors, merci au collègue Paul-André pour sa présentation. Donc, moi, à mon tour, je vais échanger avec vous au sujet des étapes pour l'élaboration d'une offre technique. Okay. Vous m'excusez. On ne t'entend pas, Alexis, on ne t'entend pas? Oui, s'il te plaît, soyez rassurés. Alors, on va parcourir ensemble des étapes d'élaboration d'une offre technique. Soyez rassurés, ces étapes ne sont pas figées, elles peuvent être aussi regroupées et puis bon, peut-être que ce n'est pas à tout moment qu'on aura besoin de toutes ces étapes, mais ce sont les principaux éléments que l'on peut considérer lorsqu'on veut élaborer une offre technique. Okay. Alors, donc, il y a la première partie qui concerne justement la description du contexte. Puis Paul-André en a abordé un peu. Et justement, et vous aussi, dans le cadre de l'offre à présenter, et justement, ça peut concerner que ce soit une évaluation. Donc, ça va porter certainement sur un projet, un programme ou bien une initiative. Donc, il doit normalement s'inscrire certainement dans une politique bien donnée, que ce soit au niveau pays ou bien au niveau d'une ONG internationale et ainsi de suite. On doit connaître ces différents éléments. De quel est le problème auquel, par exemple, on voudrait s'attaquer, ou bien le problème auquel le projet ou bien la politique veut s'attaquer et pour lesquels on a besoin d'informations pour savoir si ce que nous avons fait ou bien ce que nous ferons fonctionne et quelle va être la méthode ou bien l'approche qui va être utilisée justement pour pouvoir apporter l'information qui est recherchée à travers, par exemple, les termes de référence pour l'évaluation ou bien pour l'étude pour laquelle on veut appliquer. Bien sûr, l'autre étape, c'est bien sûr le déroulement. Comment est-ce que ça va se passer? Qui sera impliqué? Et comment est-ce que le client peut contrôler, peut faire le suivi justement de ces livrables, comme vous le savez bien, et quelle est la constitution de l'équipe qui va participer justement à la réalisation de cette mission d'évaluation, par exemple, ou bien de la recherche, et ça va nécessiter quoi, comme ressources en termes de budget pour pouvoir réaliser cette mission-là. Donc, il y a à peu près 8 étapes que je vous présente là. Donc, au niveau du contexte, c'est très important. Généralement, dans les termes de référence, oui, il y a toujours une description des éléments de contexte, mais vous devez connaître plus que ce qui se trouve dans les termes de référence. Okay? Alors, quand je prends le cas d'un projet, c'est sûr qu'il peut arriver que, bon, on vous donne des éléments de contexte en lien avec le projet. Et comme l'a dit Paul-André, il peut ne pas y avoir de cadre logique. Ça arrive le plus souvent. Mais minimalement, il faudra peut-être qu'on ait des informations sur l'objectif du projet ou bien du programme, ou bien dans quel contexte le projet ou bien le programme a été élaboré. Okay? Ça peut donner une idée. Alors, vous devez aller chercher un peu de l'information. Si ce n'est pas donné, des informations en lien avec, par exemple, les politiques. Est-ce que ce projet ou bien ce programme s'inscrit, par exemple, dans une politique au niveau pays? Et est-ce que, ou bien au niveau international, vous avez, par exemple, le cas des objectifs de développement durable. Oui, essayez de voir ce projet ou bien ce programme que vous voulez évaluer. Est-ce que ça s'inscrit dans un des objectifs de développement durable? Et est-ce qu'il y a une politique au niveau pays ou bien au niveau local et qui prend en compte cette préoccupation-là? En prenant par exemple le cas sur l'éducation des filles, oui, on peut essayer de voir au niveau, au niveau international, vous avez l'ODD 4
qui parle justement de la qualité de l'éducation pour toutes les personnes et de façon inclusive. Alors, il faudra maintenant que j'aille regarder peut-être au niveau pays, est-ce qu'au niveau de la politique éducative, est-ce qu'il y a des spécificités ou bien des particularités en lien avec l'éducation des filles? OK? Et autre chose, est-ce que j'ai des informations qui me donnent, par exemple, la situation de scolarisation des filles ou bien la performance, par exemple, des filles dans des domaines en lien avec lesquels l'évaluation va porter? Donc, vous devez vraiment connaître plus que ce qui se trouve, plus que ce qui est décrit, et le fait d'aller chercher de l'information en plus ou bien au-delà de ce qui se trouve dans les termes de référence, ça peut montrer que vous connaissez quand même le sujet et que vous pouvez apporter une contribution. Alors, et en lien justement avec le problème posé, donc ça c'est l'étape 1. Donc tout de suite, nous avons parlé de la question de l'éducation des filles. Alors, en faisant l'analyse de contexte, vous démontrez justement que, bon, ce sont des aspects, ce sont des questions sur lesquelles vous avez déjà réfléchi ou bien des questions sur lesquelles vous avez déjà travaillé et que vous avez une idée de ce qui pourrait être une solution. OK? Et j'aime toujours ce proverbe tibétain-là qui, bon, si le problème a une solution, bon, ça ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'a pas de solution, s'inquiéter ne sert à rien non plus. OK? Donc, votre travail, ça sera lorsque vous lisez les termes de référence, de comprendre le problème qui est posé et de rassurer le client qu'il y a une solution par rapport à ce problème-là. OK? Et que, justement, vous faites partie de la solution. Mais comme on l'a dit tantôt, il faut être réaliste. Il faudra que lorsque, justement, vous lisez les termes de référence, personnellement, lorsque je lis des termes de référence, à chaque partie, certains éléments, quand je lis, je dis, OK, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je peux faire? Et quel bagage j'ai qui me permet de pouvoir apporter une réponse au problème qui est posé? OK? Donc, votre bagage, c'est tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes à l'école, mais avec les expériences et tout. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir faire une très bonne offre dans ce sens-là. Donc, l'analyse du problème, c'est très important. Alors, l'autre élément, justement, Paul André en a parlé un peu, parce que généralement, bon, pour les projets et programmes, dans certains cas, vraiment, il y a, dans les termes de référence, il n'y a pas de cadre logique. Et dans tous les cas aussi, il y a beaucoup de projets ou programmes aussi qui sont élaborés. Et le plus souvent, on n'a pas de cadre logique ou bien de logique d'intervention. Ne parlons même pas de théorie du changement. Ça va être encore la mer à boire. Même dans certaines grandes institutions, vous avez des projets, des programmes, la théorie du changement n'est pas définie. Donc, souvent, il revient à l'évaluateur de pouvoir, à partir des documents du projet ou des programmes ou de la politique, d'élaborer la théorie du changement pour permettre de pouvoir faire l'évaluation. Donc, dans cette partie, ça va être intéressant, dans les termes de référence, de bien repérer les objectifs, justement, ou bien la logique d'intervention, justement, du programme que vous voulez évaluer et s'il n'existe pas, d'avoir une tentative de reconstitution, justement, de ces éléments-là. Ça va être intéressant, ça va montrer l'effort que vous faites à vouloir vraiment représenter, justement, de façon schématique, les résultats en fonction d'un certain nombre d'éléments qui se trouvent dans les termes de référence ou bien qui pourraient venir d'autres études ou bien de votre expérience à travers justement l'approche que vous voulez adopter. Alors, une fois que ça c'est fait, il faudra maintenant se poser la question par rapport à la manière dont on va procéder, quelle méthode on va utiliser ou bien quelle approche nous allons utiliser. Alors, en tant qu'évaluateur, vous le savez bien, au niveau des évaluations, il y a vraiment différentes approches et donc c'est de pouvoir voir en fonction des questions d'évaluation qui sont éventuellement dans les termes de référence ou bien les objectifs et de pouvoir voir quelle est l'approche qui serait intéressante à considérer. Vous avez entendu parler justement d'évaluation développementale, d'évaluation axée sur l'utilisation, d'évaluation d'autonomisation, ainsi de suite. Il y en a plein, OK? Donc, en fonction de ce qui se trouve dans les termes de référence,
Et ça peut être important que vous soyez situé pour pouvoir voir jusqu'à quel niveau les différents acteurs peuvent être impliqués. Quels sont les résultats prévus de l'évaluation? On va faire les résultats avec quoi? Est-ce que c'est pour utiliser, pour améliorer quelque chose, ou bien c'est pour sanctionner, ou bien c'est pour identifier ce qui ne fonctionne pas, et puis bon, s'il faut décider d'arrêter le programme, il faut arrêter. Est-ce que ça va être très, très important de le savoir. Et en fonction de ça, la démarche pourrait changer parce qu'il peut arriver que, oui, il y a des parties prenantes, il y a des gens, par exemple, que vous ne mettrez pas, par exemple, dans votre devis pour la collecte des données, et dépendamment, en fait, de l'utilisation qui va être faite des résultats de l'évaluation. Alors, j'adore un peu cette représentation qui est de Lévi et Puredi, sur lesquels j'ai un peu travaillé en 2019, qui présente un peu, en fait, différentes phases en ce qui concerne la réalisation, par exemple, d'une évaluation qui est systématique, mais aussi inclusive. Okay? Alors, souvent, c'est utilisé lorsqu'on travaille sur les questions en genre, mais de façon générale, pour une évaluation inclusive, ça peut être intéressant à considérer. Donc, la première phase, c'est au niveau de la préparation et puis de la conception. Ça, c'est très important où vous allez pouvoir faire intervenir plusieurs acteurs et puis y compris les groupes minoritaires, OK, puisque c'est de façon inclusive. Ensuite, la collecte des données. Bon, Paul-André Sommet a parlé tantôt d'approche qualitative, quantitative, et il y a le mix ou participatif. Donc, il y a tous ces aspects qui sont à considérer. Et vous, en fonction, en fait, des questions évaluatives, c'est de voir quelles sont les approches que vous allez adopter. Voilà, je ne vais pas aller en détail sur ces aspects, mais vous pourrez poser des questions par la suite si c'est là vous sentez le besoin. Alors, il faut aussi préciser le déroulement justement de la mission d'évaluation dans votre offre technique. C'est très important. Comment est-ce que ça va se passer? Quels sont les délais? Et à chaque délai, normalement, ça va être intéressant de voir quels sont les éléments concrets qu'on peut avoir pour s'assurer que les choses se passent bien ou bien comme prévu. Okay? Donc, il faudra que vous ayez des éléments pour justement le client afin qu'il s'assure que le travail se passe comme prévu et qu'il puisse aussi vous accompagner ou bien débloquer des situations si jamais cela arrive. Et justement, au niveau des moyens de vérification, donc en ce qui concerne le contrôle, là, ça peut être qu'à chaque étape, si vous avez différentes étapes, par exemple, ce que je viens de présenter tout de suite avec 4 étapes, à chaque étape, vous pouvez avoir des livrables. Okay? Quand je prends, par exemple, la partie sur une rencontre de cadrage, oui, on peut avoir, par exemple, un petit rapport qui précise les éléments sur lesquels on s'est accordé, tout ça, et qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir intégrer tous dans un rapport de démarrage. Et dans le rapport de démarrage, vous avez tous les éléments et vous devez, y compris les outils, y compris justement une structure provisoire, par exemple, du rapport de l'évaluation. Et vous avez bien sûr un calendrier qui précise les différents délais avec les livrables correspondants. Donc, je vais vous présenter un exemple par la suite. Alors, ensuite, il y a l'équipe d'évaluation qui doit être constituée justement, ça dépend si c'est un consultant individuel, il n'y a pas de problème, donc ça va être son profil. Il faut s'assurer que votre CV contient les éléments qui sont en lien avec la mission d'évaluation. OK? Que votre CV, dans le CV, il y a des éléments qui réfèrent à des missions que vous avez déjà faites et qui ressemblent à la présente mission. OK? Ça va être intéressant à considérer parce que dans votre offre technique, vous avez peut-être parlé de certains éléments. Vous avez dit que vous êtes la personne qui pourrait aider à réaliser cette mission. Il faudra qu'il y ait des preuves à l'intérieur. Et donc, de sorte que, bon, quand on va lire, ça va nous permettre de faire le lien. Alors, et le dernier élément qui concerne, par exemple, le budget, effectivement, alors,
à ce niveau, il y a des cas où il n'y a pas d'informations sur l'offre, sur le budget qui est prévu. Ben, dans d'autres très rares des cas, ça peut exister. Et comme Paul-André en a déjà parlé, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais votre budget, il doit être bien élaboré, il doit être clair et on doit savoir comment vous avez fait pour obtenir chaque ligne de votre budget. Et justement, ce budget doit être en lien avec ce que vous avez précisé au niveau de l'offre des activités. OK? Donc, pour chaque activité ou bien pour chaque ressource qui va intervenir, il faut qu'on puisse savoir clairement comment est-ce que vous obtenez ces différentes informations. Donc, le budget doit être vraiment en lien avec ça. OK? Alors, et concernant à présent l'élaboration, par exemple, du planning, donc ça, c'est les étapes de la proposition que je viens de présenter. Il y a un planning à élaborer et à ce niveau, pour le planning, vous pouvez avoir plusieurs options. Donc, il y a des gens qui utilisent des outils. Actuellement, il y a plusieurs outils pour pouvoir élaborer les plannings. Mais maintenant, je sais que de façon générale, tout le monde a accès à Excel, la suite Office. Vous pouvez juste faire aussi votre planning avec ça. D'autres font souvent des tableaux. Ça dépend. Bon, souvent, un diagramme de Gantt, ça peut être très, très intéressant à voir. Et avec le diagramme de Gantt, c'est facile à visualiser et vous pouvez justement, au niveau du diagramme de Gantt, mettre chaque livrable en fonction des différentes étapes dans la progression. OK. Alors, donc, un exemple, bon, je ne vais pas trop m'attarder. Et dans la réalisation de la mission, bon, s'arranger toujours que, bon, on ne soit pas là à procrastiner. Il y a un livrable qui doit être donné à telle date, ça n'a pas pu être donné. Donc, quand ça dure comme ça devient très, très difficile et finalement, ça risque de poser, en fait, des défis par rapport à ce que vous allez faire. OK? Et puis, bon, ça va faire perdre aussi en termes de crédibilité par rapport au travail à venir. Alors, juste un exemple pour le diagramme de Gantt que j'avais fait dans J'espère que ça va se faire d'une manière ramassée, M. Alexis. Il y a Yves qui attend et on est déjà à presque 16 heures. Merci pour votre compréhension. Oui, ben, écoute, OK, je vais m'arrêter à ce niveau. C'est juste l'illustration avec le diagramme de Gantt. Et puis, bon, je vais peut-être laisser. Je vais pas, s'il y a des questions en lien avec l'élaboration de l'offre financière par la suite, on pourra répondre. Ben, sinon, je pourrais juste, juste peut-être, je vais passer à l'offre financière, juste les 4 étapes, les 4 options pour l'élaboration de l'offre financière. Donc, l'approche mécanique, là, on parle de temps et de taux. Donc, si j'ai un certain, on dit que c'est 300 000 par jour, 20 jours, donc vous allez multiplier par les 20. Ça, c'est l'approche mécanique là. L'approche analogique, c'est que ça fait référence à des expériences passées. Vous avez déjà fait un travail similaire et justement, vous vous basez sur ça pour pouvoir élaborer le budget. Et il y a l'approche par budget. Au niveau de l'approche par budget, là, l'enveloppe budgétaire est précisée et vous ne devez pas dépasser cela. Et au niveau de l'approche concurrentielle, justement, c'est la question de proposer une offre qui est bien, mais à moindre coût, de sorte que vous puissiez puissiez être sélectionné, mais assurez-vous qu'avec ça, que vous pourrez justement faire le travail. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Et puis, bon, je pense que comme les collègues auront la présentation, ils pourront compléter. Donc, ça, c'est une liste de vérification ou une liste de contrôle pour votre proposition technique et financière. Vous pourrez lire ça par la suite. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, Alexis. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que les évaluateurs émergents sont totalement comblés, totalement gâtés par ces présentations. Donc, sans trop tarder, nous allons déjà inviter Yves très rapidement pour procéder donc à sa présentation, peut-être pour 10 minutes, pour nous permettre aussi de passer à la séance de questions-réponses, parce que je constate déjà qu'il y a beaucoup de questions. Les évaluateurs sont vraiment très intéressés. On sent vraiment cela par ces questions. Yves, vous avez la main.
Yves, on t'entend pas le micro. D'accord. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. En fait, ok, là c'est bon. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez ma présentation? Est-ce que vous voyez? Bien sûr, la présentation est visible, Yves. Tu peux merci aller. beaucoup, merci beaucoup. Donc, voilà, les autres panélistes, ils ont un peu balayé le terrain donc, sur les... Mais en mode diaporama, je pense. En mode diaporama, ok. Oui, plein écran. Ok. Ok, parfait. Donc, je disais un peu que les autres panélistes, ils ont un peu balayé le terrain en faisant un peu l'aspect sur l'aspect théorique de l'élaboration. Et moi, je vais vous présenter une étude de cas que j'ai pu participer à proposer l'offre technique et l'offre financière. Donc, là, c'était un cas pratique au Sénégal où c'était une organisation de la société civile sénégalaise qui avait besoin d'un consultant pour mettre en place un système de suivi et évaluation pour leur organisation. Et là, ils m'ont envoyé leur thème de référence. Et moi, maintenant, je dois prendre sur la base de leur thème de référence pour proposer quelque chose. Donc, comment j'ai fait techniquement? Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer un peu. Donc, là, tout à l'heure, je vous présente les mêmes étapes pour la proposition, mais ça peut toujours changer au fur et à mesure. Donc, mais c'est la nomenclature, elle est bien faite. Maintenant, techniquement, moi d'abord, quand j'ai reçu les thèmes de référence, d'abord, je prends connaissance des thèmes de référence de cette proposition. Et dans la présentation, nouveau partage, l'exemple est là. L'exemple est là du thème de référence qui m'a été partagé pour postuler. J'ai pris le temps de lire tout le document, thème de référence pour l'élaboration d'un manuel de suivi et évaluation pour l'organisation. J'ai pris le temps de consulter tout le document, du début jusqu'à la fin, pour voir les exigences et les besoins du commanditaire. Sur la base de ce document, que je suis revenu ici sur maintenant un canevas que je dois proposer moi aussi. Ils m'ont présenté un document. Moi aussi, je dois présenter un autre document qui s'appelle proposition technique. Sur la proposition technique maintenant, il y a un canevas. Et ce canevas, il y a les différents points du canevas. La première chose à faire, c'est de proposer une lettre de soumission. C'était de proposer une lettre de soumission. Une lettre de soumission, c'est comme un entrepreneur ou un demandeur d'emploi qui écrit sa lettre de motivation pour demander à l'entreprise que vous me prenez pour le travail que vous voulez. Une annonce d'emploi. Maintenant, il y a l'introduction. L'introduction qui prend en compte le contexte et la justification de la mission pour montrer à un commanditaire que vous avez bien compris le contexte et la justification. Deuxième chose, ce sont les objectifs de la mission. Là, ça vous concerne à vous. Quel est l'objectif et la mission de ce que vous voulez présenter? Et là, après cette première partie, il y a la deuxième partie maintenant de votre travail, toujours sur le document que vous avez présenté. Il y a la deuxième partie qu'on appelle l'approche méthodologique. Sur l'approche méthodologique maintenant, vous allez préparer qu'on appelle la préparation de la mission. Et dans la préparation de la mission, vous devrez présenter le cadrage de la mission. Après le cadrage de la mission, maintenant, vous allez présenter le revue de la documentation, le revue documentaire pour que les organisations, etc., ce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez les thèmes de référence, mais vous voulez avoir d'autres informations complémentaires pour votre complémentaire, vous pouvez aller sur le site de l'organisation qui est commanditaire ou autre chose pour compléter. Et maintenant aussi, la confection aussi des outils de votre travail pour faire votre travail de consultant. Ça, c'est la préparation. Maintenant, après cette partie, maintenant, il faudra maintenant rédiger un rapport. Pour cette première partie, il faudrait maintenant faire un rapport de cadrage. Le rapport de cadrage, maintenant, l'organisation vous invite à venir présenter votre rapport de cadrage pour revoir tout ce que vous avez préparé. Est-ce que vous répondez aux normes? Est-ce que vous répondez à ce qu'eux, ils vous attendent? Même les outils que vous avez proposés, est-ce qu'eux, ils sont en phase avec ça? Vous revoyez tout ça pour mettre les i sur les points. Ou bien pour mettre les points sur les i.
Ce qui fait que maintenant, après ce rapport-là que vous avez préparé maintenant, eux, ils vont vous donner maintenant la latitude maintenant d'aller faire votre deuxième phase. Et là, toujours, vous n'êtes pas encore sur le terrain. Là, c'est le document que vous allez présenter. Je vous explique seulement. Sur la deuxième sous-partie de votre deuxième partie du document, c'est maintenant, comme ici, je vous ai montré l'exemple précis que l'organisation avait besoin d'un consultant pour l'élaboration d'un système de surveillance et du guide. Donc, moi, j'ai mis ma méthodologie par rapport à ce qu'ils ont demandé et j'ai proposé le diagnostic organisation du dispositif de suivi et évaluation que l'organisme a déjà. Est-ce qu'ils en ont? Est-ce qu'ils n'en ont pas? S'ils en ont, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce n'est pas fiable? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et là, je passe d'abord par les principes du diagnostic organisationnel. Après les principes du diagnostic, je passe à la deuxième partie qui est le processus maintenant du diagnostic organisation proprement dit. Et là, maintenant, c'est dans la mise en œuvre du diagnostic. Après la mise en œuvre du diagnostic, on va présenter l'étape du bilan et de la synthèse et restituer maintenant, et la validation. Après tout cela, maintenant, on passe à l'établissement du système de suivi et évaluation. Et là, ça peut se faire maintenant par des ateliers de renforcement des capacités, des séminaires pour rencontrer tous les acteurs. À cette partie-là, vous allez rencontrer tous les acteurs concernés par le projet ou l'organisation. Maintenant, la troisième sous-partie du deuxième partie de votre document que vous allez présenter, il y a maintenant les outils que vous allez utiliser. Et là, vous allez présenter les outils dans votre offre technique. Et dans le cadre de cette offre proprement dit, le cas que vous allez présenter, j'ai proposé que vous allez utiliser le questionnaire et les fiches d'identification de renseignement du personnel. D'abord. Et le deuxième document, les autres documents sont des guides. Donc, il y a le questionnaire et il y a les guides. Et pour les guides, maintenant, j'ai proposé aussi 3 guides pour faire mon travail de diagnostic et de pouvoir préparer un système de suivi et d'évaluation et leur proposer un guide d'évaluation. Et le premier guide, c'est le guide rapide pour l'évaluation organisationnelle. Je vais vous partager tout ça après. On n'a pas eu beaucoup de temps, c'est pour ça que je ramasse ça comme ça. Sinon, vous allez présenter outil par outil. Le deuxième guide, c'est la grille European Foundation for Quality Management. Le troisième guide, c'est l'outil Force, Faiblesse, Opportunité et Menace. Tout ça, c'est dans le cadre de l'offre que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est un cas pratique. Le quatrième sous-point de notre deuxième point de notre offre technique, c'est l'analyse. Si vous avez maintenant tous ces outils, vous avez présenté la méthodologie et votre note de cadrage, comment maintenant, si vous avez toutes ces informations-là, vous allez passer à l'analyse? Donc, pour l'analyse de ça, vous allez expliquer les procédures de collecte de données et d'analyse. Pour les procédures maintenant, vous allez dire quels sont les outils de collecte que vous allez proposer, quelle est la technique de collecte que vous allez adopter, quelle est la saisie et l'analyse, quel est l'outil que vous allez utiliser pour saisir et analyser les données. Par exemple, Excel est là pour ça. Et aussi pour l'analyse aussi de ces données que vous avez déjà obtenues. Parce que les données, vous les récoltez, vous les triez, vous les analysez, vous allez les saisir, vous allez les analyser et vous allez les interpréter et les partager. Maintenant, la troisième partie, on va aller vite. La troisième partie, c'est l'accompagnement. Oui, très vite, très vite, Yves. Oh, parce qu'il nous reste voilà, merci bien. OK. Donc là, si on termine, on n'a pas encore présenté notre document, on n'a pas encore fini. Toujours dans la conception, on va, la troisième partie de notre deuxième sous-point, c'est l'accompagnement à l'opérationnalisation du système de suivi et évaluation. Parce que rappelez-vous que ici, l'objectif est de proposer un système de suivi et évaluation. Et là, vous allez dire au commanditaire comment va se dérouler l'étude. C'est ça ce qu'on parlait tout à l'heure du planning. Là. Comment va se dérouler l'étude? Et quelles sont les considérations d'éthique de l'évaluation? Tout à l'heure, quand on parlait que, voilà, tu ne peux pas dire que tu as eu telle expérience, telle chose. Il faut une éthique sur l'évaluation.
Et après cette partie maintenant, vous allez pouvoir proposer maintenant les livrables. Parce que dans les livrables, si vous voyez les thèmes de référence, vous avez un peu d'informations, des informations sur les livrables qui vous seront demandés. Bon, si on termine cette partie maintenant, c'est le chronogramme de l'étude. Et là, tout à l'heure, on parlait du diagramme de Gantt, mais il y a aussi ce canevas. Parce que le commanditaire, il veut savoir à chaque partie de ce que vous allez proposer comme méthodologie, pour chaque partie, combien de jours il vous faut pour le faire et quel est le livrable qui sera accompagné par ça. Et là, vous avez pu consolider les termes de référence que vous avez reçus, proposer le revue documentaire, partager le rapport méthodologique. Et maintenant, pour ce partage de rapport-là, vous avez dit dans les livrables que vous avez organisé une réunion de cadrage et qui sera validée par le commanditaire. Et pour les autres parties maintenant, si le rapport de cadrage est validé maintenant, tu vas sur le terrain pour faire tes entretiens et faire un atelier pour élaborer ton système de suivi et évaluation. Et même le guide à la fois. Maintenant, tout cela aussi est fini. Tu proposes maintenant le compte-rendu du rapport prévisoire pour validation. Et tout cela maintenant est fait maintenant. Maintenant, tu peux rédiger ton guide d'évaluation et le système d'évaluation et le partager leur livrable. Voilà. Et l'autre partie maintenant, c'est le personnel dédié à la mission. C'est très important cette partie de dire quelle est la biographie de tous les consultants qui sont conviés à cette mission. Les biographies et aussi leur CV. Après les biographies et les CV aussi, il faut aussi partager aussi tes références. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personne qu'il faut confirmer tout ce que tu viens de dire? Est-ce qu'il y a les personnes de référence à ton dossier? Et tout cela aussi, c'est fini maintenant. Il faut annexer aussi les fiches de renseignement des consultations similaires menées par le chef de mission. Si tu as mené des autres évaluations dans le passé, il faut un tableau. Ça, c'est un petit, voilà, tu peux le faire à ta manière, mais il y a un petit tableau plus facile où tu renseignes juste les informations, tout ce que tu as, les missions que tu as eu à faire pour les référencements. Si on termine maintenant cette partie, ça c'est la conception de l'offre technique. Mais dans l'offre financière, on peut avoir plusieurs tableaux. Mais je vous présente un tableau qui est vraiment très facile, surtout pour cette offre, où j'ai présenté propositions techniques où il y a les rubriques, la désignation, le nombre d'unités, etc. Et pour chaque maintenant partie, comme j'avais un peu l'idée en tête du budget qui a été proposé, donc il me fallait balayer le terrain pour être en phase avec le budget, pour ne pas dépasser notre budget. Donc c'est ça que j'ai fait les gymnastiques de jouer avec les chiffres pour proposer cette offre technique avec tous les associés que j'avais dit en avant qui seront avec moi, c'est-à-dire le consultant, les associés, les stagiaires, etc. Et s'il y a des tableaux aussi, faire tout ce travail-là en amont. Voilà, tout cela est compilé dans un document qu'on appelle maintenant, ça c'est le canevas typique que j'avais utilisé pour proposer l'offre technique et l'offre financière pour l'appel d'offres que je viens de présenter tout à l'heure. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Yves. Toutes nos félicitations pour cette brillante présentation. Je pense que Roger va reprendre la parole d'ici un moment. Roger ou Guillaume, est-ce que vous m'entendez? Oui, en tout cas, je voulais bien remercier Yves pour cette présentation qui vraiment fait, comme on dit, la suite de ce qui a été dit, la suite aux deux premières présentations. Guillaume nous a, comme on dit, Yves plutôt nous a plongé un peu dans la pratique. Et je vais déjà commencer. Comme je vous l'avais dit au départ, il y a en réalité 3 modérateurs, Ibrahima, Roger et Guillaume. Mais Guillaume, c'est lui qui est chargé normalement de prendre cette partie qui concerne les questions-réponses. Il nous reste à peine, je crois, 10 minutes pour cette séance de questions-réponses. Donc, je vais d'abord prendre la première question qui, à mon sens, semble être très intéressante. Cette question est destinée donc à tous les 3 panélistes. Il y a Michier qui pose la question de savoir, existe-t-il des canevas standards pour les offres techniques et financières? Très souvent, il y a ces questions-là qui reviennent de la part des évaluateurs émergents. Donc, s'il y a un panéliste qui pense qu'il peut répondre à cette question, libre à vous de répondre. Existe-t-il des canevas standards pour les offres techniques et financières? Bon, de mon côté, moi je dirais non. Pas de canevas standard, mais vous savez, parce que souvent en élaborant
dans les termes de référence, on vous dit ce qui est demandé. Et puis, on peut avoir, généralement, si vous voulez, compréhension des termes de référence, méthodologie, et puis, bien sûr, vous avez ensuite le timing et tout ça. Mais si vous êtes consultant, ce qui va être bien pour vous, vous devez avoir une offre technique de bien faite. Si c'est en évaluation, par exemple, une offre technique de bien faite avec les différentes structures, OK, que vous pourrez adapter à chaque moment, à chaque fois qu'il y a un besoin. Ça, c'est ce que, par exemple, moi, je fais. J'ai une offre technique qui est bien bâtie avec différentes rubriques. Et lorsqu'il y a, bien sûr, des appels, je peux prendre juste et puis faire les modifications et puis adapter à l'offre technique en cours. Bon, peut-être que les collègues ont d'autres façons de faire, mais moi, c'est ce que je fais généralement. Paul-André? Oui, il ne saurait exister de canevas standard pour deux raisons. D'abord parce que chaque demande vous conduit forcément vers une façon de présenter votre offre technique. La deuxième chose, on vous a dit que c'est quand même un document de marketing. Donc, si c'est standardisé, voilà, vous allez trouver à chaque opportunité de consultance une occasion pour faire la différence par rapport aux autres. Et ça va être dans la structure de votre offre technique. OK, merci. Bonjour à tous. Je vous prends en cours. Et je pense que Yves aussi pourra avoir une réponse par rapport à cela. Oui. Bon, en fait, pour cette question, il n'y a pas de canevas typiquement standardisé, mais si vous voyez les étapes de la proposition que vous avez présentée tout à l'heure, il y a des étapes qui vont toujours revenir. Forcément, ils vont toujours revenir. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur le contexte pour montrer à commanditaire. Il faut revenir sur les objectifs de ta mission, faire comprendre. La méthodologie, ça va revenir. Le planning, vous allez le proposer, n'est-ce pas? La désignation de l'équipe, vous allez encore le proposer. Le budget, vous allez le proposer. Donc, il y a ces points-là qui vont revenir à chaque fois. Maintenant, ça demande maintenant du commanditaire, la spécificité maintenant de la demande. S'il y a d'autres choses qui sont demandées, qui sont spécifiques, peut-être maintenant tu peux ajouter. Mais ces différentes parties des étapes qu'ils ont proposées ici vont toujours revenir, icto facto. Donc, ça peut être déjà un départ de canevas pour les gens qui veulent commencer à ça. Mais de toute façon, voilà, ça demande de la spécificité. On ne peut pas dire que c'est figé, mais ces points ils vont toujours revenir. Voilà. OK. Merci bien aux différents panélistes pour leurs interventions. Je pense qu'il y a effectivement Michel Sagara qui posait une autre question, Roger, sur bien sûr la pertinence ou ce qui est plus important entre bien sûr l'offre technique et l'offre financière. Je ne sais pas si nos chers panélistes pourront bien sûr dire un petit mot, quelqu'un pourrait dire un petit mot pour pouvoir satisfaire la curiosité de Michel. Importance, en fait, c'est trop dit. Mais dans la pratique, si vous regardez, normalement, le critère de moins 10 ans est un critère mal interprété. Normalement, c'est le critère de mieux 10 ans, qui veut dire qu'à valeur technique égale, on prend l'offre la plus avantageuse. Donc, concrètement, dans certains cas où les procédures sont bien ficelés, ils vont donner des quotas de points. Et l'offre technique aura toujours des quotas de points plus élevés que l'offre financière. C'est comme ça se passe. OK. Oui, c'est ça. Effectivement, bon, je dirais qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'offre technique, quelle que soit la situation, que vous connaissez le budget ou non. L'offre technique numéro 1, ça a toujours le plus de points. OK. Et puis maintenant, le budget après, ça peut se négocier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose juste pour compléter. Mais ce qui est souvent triste et qu'il faut dire, il arrive souvent que vous faites une très bonne offre technique et une offre financière. Alors, on va prendre votre offre technique et puis donner à quelqu'un qui a fait une offre financière très faible. C'est vraiment très, très triste. Ça, c'est pas bon. Et maintenant, le travail ne pourra pas être bien fait parce que la personne, c'est pas la personne qui a monté l'offre technique.
et ne connaît pas tous les enjeux, tous les défis, les outils. Voilà. Ok, cela veut dire que, bon, effectivement, il y a quand même une certaine grande responsabilité de la part des commanditaires à vraiment jauger la qualité, bien sûr, de l'offre technique et bien sûr être toujours objectif. Bon, vous restez dans l'objectivité si je comprends un peu bien vos deux interventions. Alexis, on continue avec toi. Alexis, Oui. veut poser une question. La question, ok. Est-ce qu'il y a une question, Yamin? Oui, il y a Alexis, je continue avec Yves. Il y a Alexis Oui, en fait, qui a une question. Je reviens avec toi, Yves. ok. Je continue avec Alexis en même temps qu'il y a une question de la part de Kindo. D'accord. Il demande quelles sont bien sûr les erreurs à éviter dans l'élaboration d'une offre technique. Oui. Paul-André, je voudrais peut-être en enchérir après. Et avec... Oui. Oui, il y a, en fait, je vois, effectivement, il y a des questions auxquelles j'ai répondu dans le chat, mais ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, il faudra que la méthodologie que vous proposez soit adaptée aux questions auxquelles vous voulez répondre. Parce que souvent, là, on pense que non, on va faire du quantitatif, on va faire ceci, on va calculer. Mais est-ce que ça permet de répondre aux questions d'évaluation? C'est surtout ça. Et quand ce n'est pas, il n'y a pas cette cohérence, ça pose problème. Et puis maintenant, on peut encore, si on va aller plus loin, on va regarder dans les outils. Est-ce que les questions qui sont posées dans les outils permettent d'avoir de l'information pour répondre, d'abord non seulement pour faire les analyses, mais pour répondre aux questions d'évaluation. Donc, c'est vraiment une cohérence d'ensemble qu'il faut voir en lien avec les objectifs de l'évaluation. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut éviter. Et bien sûr, souvent, c'est pas évident non plus là, mais normalement, quand tu es clair dans la tête, la méthodologie, ça vient par la suite là, comment on va procéder. Ouais. OK. Oui. Oui, pour les erreurs que... Pour les erreurs à éviter. D'accord. Oui, je vais dire, Okay. Comme parmi le public, il y a des jeunes évaluateurs, et je vais déconseiller de faire du copier-coller. Si vous n'êtes pas auteur d'une production méthodologique, n'écrivez pas ce que vous ne comprenez pas. Voilà, parce que moi, je vois bien des gens faire des offres. Ils prennent l'offre de quelqu'un, comme les présentations, ils te demandent ton PowerPoint, il va pour lire. C'est pas possible. Non, si vous ne faites pas croire que vous savez faire ce que vous ne savez pas. Il ne faut pas le faire. Deux, il y a des offres techniques où je vois, on parle de la méthodologie en général. On met méthodologie et puis on commence à dire, non, comme il a dit, pour une évaluation, il faut une matrice d'évaluation. Comme la matrice de suivi-évaluation, toutes vos questions d'évaluation, vous devez montrer les indicateurs que vous allez utiliser, la méthode de collecte de données, la source d'information et le traitement que vous allez faire de cette information-là. Si vous arrivez à construire, si vous appelez à construire de telles matrices et à les comprendre, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas une bonne méthodologie. Mais ne tombons pas dans la facilité. Et ce que Alexis a dit auparavant sur le fait que votre offre peut être utilisée après, c'est là aussi la question de la standardisation et du dosage dans l'approche marketing qu'on applique à l'offre. Jusqu'où il faut donner toutes les informations, jusqu'où vous voulez donner toutes les informations sur votre méthodologie. Donc, quelquefois, si vous donnez tout, c'est ça, mais vous voulez donner tout aussi pour montrer que vous êtes la personne la mieux indiquée. Ce qu'il dit est vrai, hein, et je connais des cas où, voilà, c'est ça. OK, oui, Yves, rapidement. Oui, ce que je voulais ajouter, je voulais commencer par là où Paul a commencé. Par exemple, éviter le plagiat, surtout, du copier-coller. Non, sérieusement, même si tu viens à l'entretien, tu vas avoir du mal à comprendre même ce que toi-même tu as écrit. Tu vois, c'est un peu compliqué. Ça arrive, on voit des propositions. Moi, j'étais commanditaire, mais je vois certaines offres. Voilà, tu as envie de rigoler, quoi. C'est qu'il a copié. Mais bon, l'autre chose à éviter maintenant,
c'est que quand tu ne comprends pas français, donne à une autre personne pour écrire à ta place aussi. Il faut écrire du français. On ne parle pas de... Voilà, il faut écrire en bon français aussi, parce que suivre évaluation aussi, si la proposition c'est en français, il faut savoir écrire en français. Si c'est en anglais aussi, il faut savoir écrire aussi en anglais. Là aussi, c'est très, très important, la question de, voilà, de respecter un peu l'orthographe, quoi. L'autre chose aussi, c'est d'éviter, surtout au niveau de la méthodologie, de tout mélanger. C'est-à-dire qu'il faut suivre la méthodologie du début à la fin. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est ça. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est ça. Il faut suivre l'escalier. Mais tu ne peux pas prendre la dernière étape de ta méthodologie, de mettre en haut. C'est-à-dire que tu es tellement mélangé que même la personne qui lit ta proposition, même si c'est vrai hein, que tu as toutes les méthodologies, mais tu les as toutes mélangées, quoi. Il n'y a pas de cohérence, en fait. Il faut éviter ça aussi. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est de surenchérir tes valeurs. C'est-à-dire que tu as été consultant, tu as été là, tu as touché ça, alors que tu étais assistant, ou bien tu as été stagiaire. Tu dis que c'est toi le consultant. Tout ça aussi, il faut éviter tout ça. Il y a autre chose que tu dois aussi éviter. Les réseaux sociaux, c'est fait pour préserver son image. Tu présentes une offre technique, tu mets aussi tes comptes LinkedIn, etc. Une personne qui est aussi référencée sur les réseaux sociaux, je clique pour voir est-ce que dans tes réseaux sociaux, tu colles à l'image pour voir que dans tes réseaux sociaux, tu fais autre chose que ça. Le commanditaire peut dire non, je ne peux pas coller l'image de mon organisation à cette personne. Il a de l'expérience, mais je ne peux pas. Question d'éthique. Donc, tout ça, c'est des erreurs à éviter. Son image, sa personnalité, son document, son orthographe, tout va en faire. Ce n'est pas seulement le document, mais la personne aussi qui présente son document. Et même tes collaborateurs, il faut les choisir. C'était ça que je voulais ajouter. Merci. OK, ouais, c'est très passionnant et on a pas mal de choses à effectivement dire, mais bon, étant aussi on court derrière un peu de temps. Une question de Raoul Tapé de la Côte d'Ivoire qui dit: est-ce qu'il faut être détaillé sur sa méthodologie dans l'offre technique, comme le présente bien sûr Yves Ghislain, ou attendre qu'on soit retenu avant bien sûr de détailler sa méthodologie ou de développer bien sûr les outils? Qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que bien sûr expert de l'évaluation? C'est la question bien sûr de Raoul Tapé depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Et Alexis? Bon. Oui, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, moi, OK, sur l'offre, au niveau méthodologique, il faut que je démontre vraiment que je maîtrise et que je sais de quoi je parle. OK? Mais il ne faut pas mettre les outils dans l'offre technique, les questionnaires, ça là, et il ne faut pas mettre. Je vous dis qu'aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai monté une offre technique. Je suis tellement sûr de ça. Hein, tellement sûr, parce que dans mon domaine, et puis tel que j'ai monté avec les détails, je ne crois pas qu'on pouvait... Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. On ne m'a pas dit que ça n'a pas marché. On m'a pas dit... Mais je vous conseille de montrer que vous connaissez la méthodologie et que ce que vous voulez utiliser, vous maîtrisez. Mais ne mettez pas les outils, même en brouillon, ne mettez pas. Voilà. Et puis, bon, maintenant, quand ça va, vous allez être retenu. Vous allez avoir à rédiger, par exemple, vous allez avoir une rencontre de cadrage. Après, vous allez rédiger votre rapport de démarrage, par exemple. Et là, vous allez avoir les outils dedans, les questions dedans, avec tout le planning. Là, on pourra s'accorder. Ça va être le document de départ. C'est ce que je pense. Bon, oui, comme on n'a pas le temps, il a dit l'essentiel, hein, c'est la méthodologie. Il faut être clair, complet, précis. Voilà. Oui, c'est évident. Il a dit quelque chose de très important. Hein. Il faut être clair. Maintenant, c'est des risques aussi à prendre. Chaque métier a son risque. Il faut présenter quelque chose. Mais, tu sais, quand une personne présente quelque chose, une personne qui a copié, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on copie, on prend ton travail, on le confie à une autre personne, voilà, garde à cette personne qui va faire le travail autrement. Mais toi, reste fier que tu as fait un très bon travail. Maintenant, c'est des risques à prendre. Moi, des fois, je prends des risques de développer, de mettre des détails pour montrer aux commanditaires que je sais ce que je fais. Non seulement je te présente ma méthodologie, mais je te dis carrément qu'est-ce que j'utilise. Je ne te donne pas les outils, mais je te donne
Je t'explique un peu quel est l'outil que je prends. Par exemple, quand je dis que je prends tel questionnaire, je prends je prends une fiche ou bien je prends un questionnaire X, mais je ne te dis pas carrément, je ne te présente pas le questionnaire. Je te dis juste, le questionnaire, je le prends pour faire quelque chose. Pour faire ça, qui va me permettre d'avoir tes informations, mais je ne donne pas l'outil. Maintenant, si tu acceptes maintenant mon dossier maintenant et qu'on vient maintenant au note de cadrage, je te présente outil par outil. Mais tout ça aussi, voilà, c'est dans le travail et il faut aussi savoir bien faire son travail. Voilà. Guillaume, on t'entend pas. Guillaume, on dirait que ton micro est fermé là. Je ne sais pas si tu parles en tout cas. Oui, je parlais, désolé. Je disais que c'est vraiment très passionnant, mais nous sommes en train un peu de tirer un peu vers la fin. Le temps est un peu carrément dépassé. On a 2 minutes après. On va prendre une dernière question. Le Ouedraogo Kizito qui demande un peu. Le Ouedraogo Kizito qui dit, en l'absence bien sûr du cadre logique véhiculant la théorie du changement, comment le consultant peut bien sûr définir de façon adéquate les indicateurs pour mesurer bien sûr les résultats ultimes qui visent bien sûr le cadre logique. Je pense que comment on appelle ça, dans le développement de Paul-André Sommet, on parlait un peu de l'absence du cadre logique que certains commanditateurs refusent de bien sûr partager. Donc lui, il pose la question en l'absence du cadre logique, bien sûr, comment le consultant bien sûr, peut définir de façon adéquate les indicateurs pour mesurer les résultats ultimes. Bon, c'est difficile. Il fera sur la base des informations qu'il aura dans les thèmes de référence. Il posera bien mais ces questions d'évaluation ne seront pas des questions très précises, très précises étant donné qu'il ne connaît pas la nature des indicateurs. Et puis, il y a beaucoup de réserves à émettre lorsque vous écrivez, vous faites une proposition. Vous dites si telle condition, par exemple, est remplie, vous allez faire recours à telle approche méthodologique, lui ou non, pour produire votre évaluation. Mais de plus en plus, moi, personnellement, je systématise le fait de reconstruire la théorie du changement, donc de réactualiser les questions d'évaluation. Et là, je leur dis, si je suis retenu, ce que j'ai vu en fonction de la réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être vues. Et la réunion de cadrage est toujours essentielle. Par expérience, même, il y a des moments où, au cours de la réunion de cadrage, on vous dit, ah vraiment, on avait oublié de mettre telle chose dans les thèmes de référence, on vous ajoute encore d'autres choses. Donc, ce que moi, je vais conseiller, c'est de partir avec l'information qu'on a. C'est vrai que j'ai mis dans ma diapo qu'il faut rechercher l'information, mais à quelque chose dont on n'a pas parlé. Et dans beaucoup de structures, dans leur manuel de procédure, ils disent d'annoncer les appels à consultance peut-être 20, 21 jours, mais rares sont les structures qui le font. Généralement 2 semaines, quelquefois même c'est moins de 2 semaines. Donc, vous aurez rarement le temps pour vraiment glaner des informations. Il faut utiliser votre expérience, vos connaissances théoriques et pratiques, et avec l'information que vous avez dans les thèmes de référence, vous élaborez une offre cohérente, bien entendu, en émettant un certain nombre de réserves dans la partie commentaires et observations sur les thèmes de référence. Voilà ce que je peux dire. OK. Bon, bien merci à vous, chers panélistes, Alexis, Salvador Loé, Paul-André Sommet et Yves Ghislain, pour votre expérience très, très enrichissante. Certes, chers participants, vous avez pas mal de questions. Je sais que certains ont posé des questions sur, bien sûr, les différentes méthodes de finance et ont même demandé est-ce que Alexis pourrait partager les différentes approches finance. Je suis sûr qu'on pourra voir avec Alexis comment avoir ces différents documents pour mettre à la disposition, bien sûr, des participants. Et bien sûr, aussi, les présentations, on pourra vous partager. Mais attention, ne les utilisez pas pour former les gens en disant que ce sont... Guillaume, je voudrais ajouter quelque chose. Guillaume? Oui, Roger. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce qu'il y a des participants qui nous ont posé la question de savoir comment
comment il faudrait faire pour nous suivre, pour participer. Je leur demande, je les invite donc à visiter la page du RFE, du Réseau francophone de l'évaluation. Et parmi les icônes, il y a le Réseau francophone des évaluateurs émergents. À ce moment, ils auront la possibilité de s'inscrire et finalement d'être, comme on dit, ampliataires des informations et donc de pouvoir nous suivre plus facilement. Mais il y a aussi la page Facebook du Réseau francophone des évaluateurs émergents. Et donc, sur cette page-là, nous publions évidemment toutes les activités que nous organisons. Y compris bien sûr, cette conférence qu'on va publier et que les gens aussi pourront avoir accès. Donc, je ne sais pas, Ibrahima est là? Ibrahima, il est là. Ibrahima, nous t'invitons pour le mot de clôture. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez donc, comme on dit, la parole pour le mot de clôture. Mais je remercie déjà toutes les participantes et tous les participants qui ont vraiment honoré le RFEE en participant donc à ce webinaire. Ibrahima, tu as la parole. Merci beaucoup, Monsieur Roger. Toutes nos félicitations à vous et à Guillaume, mais nos remerciements très sincères aux différents présentateurs, Monsieur Paul-André Sommet et Monsieur Alexis Salvador Loye, ainsi que mon ami Yves Ibrahim Ghislain Chouante. Les prestations ont été d'une très belle qualité. Et l'importance et le nombre de questions posées et qui restent encore en suspens témoignent de l'intérêt du thème par rapport à la communauté des évaluateurs émergents. Et nous osons espérer que dans un futur proche, nous aurions encore l'occasion de bénéficier d'une telle prestation. On aurait voulu continuer, mais nous savons que vos engagements respectifs ne vous permettent pas de dépasser encore une fois l'heure qui avait été programmée. En tout cas, merci au nom du comité de coordination du réseau francophone des évaluateurs émergents. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Comme l'avons dit, le RFE est là pour servir la communauté des émergents, pour les accompagner. Et vraiment, chapeau aussi à Jean-Marie qui nous a véritablement accompagnés et on a vu qu'il est en train de partager les informations utiles pour le partage des documents, mais également pour rejoindre un peu la communauté des évaluateurs émergents. Donc, le réseau francophone des évaluateurs émergents vous donne rendez-vous très prochainement dans le cadre de la poursuite de son programme d'accompagnement des évaluateurs émergents. Et merci beaucoup à tous et à toutes. Très bonne année 2023. Jean-Marie.